Amis téléspectateurs, nous avons aujourd'hui une équipe au complet. Ravi. Oui, Madame Danielle Marceline, Monsieur Emmanuel de Rhénal, Bonjour. Monsieur Eddy Barajo, Monsieur Christian Boutin. Alors vous savez, quand je commence l'émission, c'est difficile parce que on a tellement ri avant, on s'est tellement esclaffé, on a tellement raconté des blagues, comme on dit si bien, et c'est Eddy qui est le maître à blagues, hein, que c'est très difficile de se recentrer sur l'émission. Avant de commencer l'émission, je voudrais vous montrer deux objets du temps passé, puisque c'est fini maintenant. C'est d'abord le numéro d'Historial, qui est un journal qui est édité qui est publié par notre ami Eddy, qui traite de sujets très intéressants, la chute du Boeing à DE, les dernières guillotines de la Martinique. Alors ça, c'est délicieux, etc., etc. Mais je ne vais pas vous le lire à l'antenne. Vous allez simplement aller l'acheter. Il n'est pas cher. Et vous avez de quoi lire vraiment pendant tout le week-end. Et puis également le mensuel d'Antilla. Alors il faut que je vous dise que Eddy a été précurseur parce qu'il a vite compris que sortir un hebdomadaire avec la baisse de l'appétence des Martiniquais pour la lecture, que ça ne marcherait pas. Donc son journal est trimestriel, je crois bien, Eddy. Et puis il peut même rester un peu plus longtemps. Et puis nous sommes mensuels. Le numéro d'Antilla a un article sur l'autonomie alimentaire. Vous devez voir peut-être l'image, si on me fait la grâce. Voilà. Et c'est excessivement intéressant. J'ai découvert un garçon qui est le maire de Saint-Luc, vous allez encore me dire son nom, Nicaise Monrose, qui est pointu dans sa connaissance de la question agricole et qui prône et qui propose des solutions très, très, très précises et très, très techniques sur ce qu'il faut faire pour d'abord que l'agriculture subsiste, que la sol agricole demeure. Mais donc, voici les deux journaux, les deux magazines que je vous conseille de lire. Et puis, j'ai redécouvert quelque chose, parce que comme vous tous, jeunes et vieux, je suis sur même Antilla, je le lis en ligne. Mais il y a un plaisir du papier, il y a un plaisir de l'odeur, il y a un plaisir de la sensation. Redécouvrez ça, je vous propose quelque chose de classique, il est très bon. Je crois que nous avons une vidéo tout court que je voudrais également en prime time vous faire découvrir. Je pense que la question a été aussi mal posée. Si vous posez la question à savoir, est-ce que pour les JO, vous devez faire chanter la chanteuse française la plus connue dans le monde? Mais je pense que la grande majorité des gens vont répondre oui. La grande majorité des gens, encore une fois, ne connaissent pas aussi cette chanteuse. Pour la plupart des gens, ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même pas que c'est une égérie mondiale de L'Oréal, par exemple. C'est une star mondiale. Nous sommes en train de parler d'une star mondiale. On a l'impression que nous sommes en train de parler d'une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est extrêmement grave et extrêmement méprisant. Pourquoi on pense que c'est une rappeuse? Parce qu'elle est noire. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que lorsque les personnes vous disent elle ne pourrait pas représenter la France. En fait, sur quels critères vous vous basez pour dire qu'elle ne peut pas représenter la France? Moi, je sais sur quels critères. Parce que moi, lorsque j'étais joueur de foot, il y avait aussi des personnes qui disaient qu'en fait, c'était pas l'équipe de France parce qu'il y avait trop de personnes noires. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Donc voilà pourquoi il faut donner de l'explication et surtout ne pas banaliser ce discours. Vous savez, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Je crois sincèrement à la méritocratie. Ça veut dire que lorsque vous méritez, parce que c'est la meilleure, eh ben c'est elle qui doit représenter notre pays. Qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure. Voilà. Et le racisme, vous savez ce que c'est? C'est lorsque on essaye de vous dire que vous n'avez pas le droit à avoir ce que vous méritez. Ben écoutez, on va revenir à au nom de notre émission. Daniel va nous parler des risques climatiques et du fait que l'Europe devrait faire beaucoup plus pour éviter des situations catastrophiques. Elle va nous parler également du Ramadan. Bonne chance. Oh, c'est pas difficile. Hein? D'accord, pas de problème. Emmanuel va nous parler de Johnny Ajar, qui explique qu'il faut réduire les inégalités, que ça demande véritablement des actions de fond, un projet de fond global. Et ce sont ces propositions que nous allons analyser. Également de vente d'armes, le fait que la France a quasiment doublé la Russie, qu'elle est en pole position de vente d'armes. C'est marrant, mais nous appartenons, vous savez, ça, à un pays qui est vendeur d'armes. Toi, moi, toi, nous, c'est ça, pacifique comme moi. Et il va nous parler de crise climatique.
expliquant que l'État ne joue pas son rôle. Vous voyez qu'on on tape sur le clou. Hein. Et s'agissant d'un rapport de la Cour des comptes, il va aborder sur le plan sociologique l'affaire Pinto. Il va nous expliquer ce que révèle l'affaire de la société martiniquaise, au point où elle est, de sa sagesse, de sa réflexion, de ses capacités d'analyse. Christian, lui, va nous expliquer pourquoi les députés veulent en découdre, c'est un jeu de mots, hein, avec la fast fashion. Et on va voir ce que c'est que la fast fashion. Et puis, il va nous parler de Princess Love, un peu de fraîcheur. OK? Musique. Hein? Non, pas musique, actualité, pardon. Johnny Ajar, il est député de la 3e circonscription de Martinique. Il est le rapporteur d'une commission d'enquête sur le coût de la vie outre-mer. Il analyse notre économie. Il propose que la loi intervienne. On va se limiter à ça, pas tout le reste sur sa conception du statut et tout ça. On va rester sur ce qu'il propose pour réglementer les circuits commerciaux, puisqu'il explique qu'il y a une sorte d'accumulation de fonctions et de rôles dans la chaîne, et que cela crée des monopoles, des oligopoles. Et puis aussi que sur le plan horizontal, que ce sont les mêmes, qui ont toujours les marques, qui ont toujours les produits, et qu'ils sont maîtres des prix. Alors, des news, c'est que... Alors, Johnny Ajar, il a donc présidé une commission d'enquête qui était très intéressante, où il a fait défiler devant lui beaucoup d'intervenants qui ont apporté beaucoup d'idées. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ces débats, c'était très intéressant. Et je suis pour ma part un petit peu surpris de ce qu'il en retire, pour être tout à fait honnête, parce qu'il dit beaucoup de choses. Hein. Il retire de cette séquence 80 propositions, et dont, alors je vais citer les principales, parce que sa vision consiste finalement à pointer du doigt un grand responsable qui est la grande distribution, et il dit, en substance, la grande distribution peut baisser ses prix de 20%. Voilà en gros ce qu'il dit, et la vérité m'oblige à dire que seule la grande distribution ne peut rien faire, ça c'est faux d'imaginer que c'est vrai. Oui, les prix peuvent baisser de 20% à condition que tous les acteurs qui participent à la chaîne des prix fassent des efforts additionnés, donc les transitaires, les transporteurs, l'État avec ses taxes, la CTM avec ses taxes, la distribution également. Mais dire la grande distribution seule peut baisser les prix, je pense que ça n'est pas possible. Mais il anticipe sur pas toute ta réponse, mais sur la réponse, en disant que qu'en réalité ce sont les mêmes familles, ou c'est la même personne, ou c'est le même groupe qui maîtrise chaque étape. Je vais un petit peu développer ça. D'abord, avant de rentrer dans l'idée de concentration verticale, parce que c'est ce qu'il dit, je veux rappeler quand même quelques vérités simples. La première vérité, rappelez-vous, il y a 20 ans, il y avait des grands groupes de distribution en Martinique que l'on pensait indéboulonnables, que l'on pensait d'une puissance éternelle et qui n'existe plus aujourd'hui. Le groupe Renoir, le groupe Lancry, le groupe OION qui a eu ses propres difficultés également. Tout ça pour dire que la fragilité économique concerne ces groupes-là. Ce ne sont pas des métiers dans lesquels vous avez une pérennité garantie. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est important de le rappeler. Ces groupes ont disparu bel et bien en 20 ans. La deuxième chose, et là je pense que Johnny Ajar connaît les chiffres puisqu'il a eu accès aux comptes des différents hypermarchés, un hypermarché bien géré en Martinique dégage un résultat d'exploitation de 1%. C'est ça la vérité. 1%, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que dans l'absolu, si cet hypermarché devait baisser tous ses prix de 1%, eh bien, il travaillerait à perte. Et donc, la semaine suivante, il déposerait son bilan. Où est le profit alors? Alors, lui, il dit, le profit s'additionne dans les différents métiers verticaux qui sont en amont de la grande distribution. Et il fait le reproche à certains acteurs de concentrer ces métiers dans leur groupe. Là encore, je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé que ça, parce que ces métiers, d'abord, sont nécessaires. Ce ne sont pas des métiers inventés pour le plaisir, ce sont des étapes qui sont nécessaires, alors qui peuvent être pratiquées par des concurrents extérieurs ou qui peuvent être pratiquées par des opérateurs qui les intègrent. Certains opérateurs, parce qu'ils cherchent des solutions pour optimiser leurs coûts, intègrent ces métiers et c'est hasardeux à ce stade de dire que le fait d'intégrer des métiers augmente les prix. Parce que les prix, qu'ils soient... les prestations, qu'elles soient réalisées par des sociétés extérieures ou des sociétés internes,
restent des prestations avec leur propre valeur et leur propre coût. Donc il n'y a pas à ce stade de garantie d'économie en disant on éclate cette concentration verticale. Et quand il dit qu'il n'y a pas de concurrence, parce que ce sont tous les mêmes. Alors là encore, il faut nuancer parce que quand vous prenez les différentes chaînes d'hypermarchés qui sont représentées en Martinique et que vous les comparez à ce qui se passe sur l'échelon national, vous avez à peu près les mêmes rapports de parts de marché, à peu près. Le leader aujourd'hui qui a augmenté ses parts de marché par rapport à ce qu'on a connu en 2009, moi j'avais les chiffres en tête de 2009 où le leader avait 18% de parts de marché. Aujourd'hui, le leader a 30% de parts de marché et il y a 5 acteurs de mémoire qui se répartissent le marché et vous retrouvez à peu près ces proportions quand vous observez le marché national. Donc il n'y a pas une aberration de concentration, il y a une situation de concurrence qui est réelle. Il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans vos boîtes aux lettres. Vous avez tous les jours des catalogues avec des prix qui sont... Enfin, il y a une bataille commerciale, une bataille de communication pour convaincre les consommateurs d'aller chez soi plutôt que chez le voisin. Et donc, la concurrence existe. Mais il est vrai qu'une certaine concentration s'est opérée, notamment depuis les crises qui ont été consécutives à 2009 et 2015. Enfin, dans cette séquence, il y a eu quand même et donc, ça a provoqué une concentration certaine. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis, il dit aussi une autre chose qui me paraît importante, c'est non seulement les grands distributeurs pourraient baisser le prix de 20%, ce qui voudrait dire en réalité fermer leur activité. Il cite un groupe guyanais. Oui, il cite un groupe que j'ai. Et puis il dit autre chose, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il ne faut pas reprocher à Johnny Ajar d'avoir de bonnes intentions. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui est animé par l'envie de bien faire. Moi, je connais un petit peu et je sens qu'il a réellement de vraies bonnes intentions honnêtes dans son approche. Simplement, je crois qu'il oublie de regarder la réalité économique en face. C'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire, mais en tout cas, ses intentions sont excellentes parce que c'est quelqu'un que j'estime être engagé dans le combat pour le bien du pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne faut pas lui faire ce reproche. Il dit notamment qu'il faudrait que les salariés du privé voient leur salaire augmenter de 20%. Ça, c'est une règle qu'il propose dans son rapport. Et il dit pour financer cette augmentation de 20% de tous les salaires du privé, ce n'est pas compliqué. On va prendre dans la poche des grands groupes locaux qui, entre parenthèses, à qui on a demandé déjà de baisser leur prix de 20%. Autrement dit, on va prendre l'argent dans les poches d'un cadavre, pour faire simple, pour pouvoir financer ces 20%. Alors j'ai regardé les chiffres, parce que là encore, quand on rentre dans ce débat économique, il y a une seule vérité qui compte, c'est celle des chiffres. Cette mesure d'augmenter les salaires de 20% coûterait 450 millions d'euros. Voilà le coût de ces augmentations. Quand on regarde l'excédent brut d'exploitation, pardonnez-moi d'être un peu technique, mais en tout cas, on va dire le bénéfice que réalise l'ensemble du secteur du commerce en Martinique, tout métier de commerce confondu, on est de l'ordre de 261 millions d'euros. Ça veut dire que tous les résultats additionnés de tous les commerçants, quels qu'ils soient, de la Martinique, ne suffiraient pas à payer cette augmentation de 20%. Et si on prenait les résultats d'exploitation avant impôt de la totalité des acteurs économiques privés de Martinique qui dégagent un résultat sur le territoire de la Martinique, le montant total de ces résultats est de 450 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de ce que coûte le... Donc ça, et ce n'est pas moi qui invente ces chiffres, ils sont disponibles dans les rapports de l'INSEE, dans les rapports de l'IEDOM. Ce sont des chiffres assez objectifs. Ce qui voudrait dire que, par l'absurde, si cette mesure était appliquée, comme il l'a annoncé, ça veut dire que la totalité de la valeur ajoutée que génère le pays par son activité privée serait affectée à cette augmentation. Et autrement dit, dans la seconde qui suivrait, le pays s'effondrerait dans un cataclysme économique sans précédent. Ce serait la mort de tout le système économique. Donc, l'économie, c'est quand même un métier complexe qui demande à ce qu'on respecte les chiffres minimum.
Et il y a une vérité des chiffres qu'il faut absolument regarder avant de sortir des idées comme ça qui peuvent être généreuses dans les intentions, mais qui peuvent être dangereuses dans les effets. S'agissant des... J'espère qu'il nous écoute et qu'il osera une réponse, j'espère, sauf s'il estime que nous ne sommes pas suffisamment importants. Non, de ne pas faire de suppositions, n'est-ce pas? Mais non, mais je l'incite comme ça, en faisant cette supposition qu'il va faire le contraire, qu'il va nous répondre. C'est un homme oui, mais charmant. là encore, pour aller dans ton sens, Johnny Aja est quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un qui... alors, il a des idées parce que c'est un idéologue et il assume, d'ailleurs, il le dit très clairement, donc ses propositions proviennent d'une vision idéologique des choses, mais il a quand même cette intelligence d'écouter, de partager, de dialoguer, donc oui, c'est quelqu'un avec qui la pensée peut évoluer, à mon sens. Bon, alors, c'est vrai que moi, le juriste, je me dis comment faire pour une partie du territoire français, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes français, comment prendre de telles mesures qui ne s'appliqueraient pas. Je pense au Conseil constitutionnel, je pense au débat au Parlement et tout, et je me dis, les décrets d'application, ça reste presque de la littérature économique, en l'état. Bon. Mais ça, c'est le juriste qui parle. Mais une chose que j'ai quand même retenue comme étant relativement sérieuse, c'est le blocage des prix, le blocage de certains prix pour les produits. Ça, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Oui, ça fait partie de ses propositions, mais il y a aussi, on avait évoqué sur ce plateau d'ailleurs, une des mesures, et lui n'y est pas opposé, sauf que ce serait bien en tant que parlementaire qu'il propose un projet de loi dans ce sens, c'est le fameux projet de zone franche sociale, qui là peut être en début de réponse, qui irait dans le sens de sa vision à lui. C'est-à-dire, et le verrou européen ayant sauté aujourd'hui, maintenant on peut proposer ça, et on n'aura pas le frein de l'Europe. Et une zone franche sociale consisterait à mettre en place des règles du jeu qui permettraient au secteur du privé de baisser leur coût d'exploitation de l'ordre de 20% et, du coup, et permettre aux salariés d'avoir un revenu équivalent à ce qu'ils lui recherchent de 20% de plus en n'ayant pas contribué à leur charge sociale. Voilà une réponse, à mon avis, opérationnelle. Et je pense qu'il faudrait qu'il s'intéresse plutôt à cette voie-là, qui finalement est le moyen de servir sa vision. Il cite la possibilité d'avoir une délégation de service public pour combattre la cherté des prix des billets d'avion, comme en Corse. Enfin, ça, on en parlera à une autre occasion. Christian, parle-nous du fait que les députés veulent en découdre avec la fast fashion. Explique-nous ce que c'est. Puis, en réalité, Alors, fast fashion, terme anglais qui veut dire la mode rapide, quelque part. En réalité, aujourd'hui, il y a des usines, on verra qu'elles sont en Chine, qui produisent de manière massive et qui approvisionnent des magasins, on va en parler, mais qui aussi permettent aux gens, à tous les consommateurs, d'acheter des produits. Alors, le fast fashion se base sur un renouvellement rapide de la consommation de la mode. La fast fashion fait que très souvent, il y a des collections qui sont proposées. Avant, il y avait une collection ou deux collections qui étaient proposées par année. Actuellement, c'est 10 qui sont proposées. Et puis la fast fashion favorise, si vous voulez, une surconsommation chez le consommateur. La fast fashion propose des produits à des prix hyper bas. Alors j'ai fait ma petite enquête ici, et il se trouve que énormément de gens commandent à Shein. Shein, qui est l'entreprise chinoise qui fait ça. Et on me dit que dans le package proposé par cette entreprise, il y a des produits, des chemises peut-être à 4 euros. Des trucs pour les enfants à 2 euros. Et parfois, ils font des promotions. Tu peux acheter un truc à 40 centimes d'euros. Wow. Voilà. Donc, toi qui parles, on parle d'économie locale. Ça, c'est aussi une réalité qui fait effectivement qu'on se pose. Faut se poser des questions. Parce que il fut un temps où on vendait des vêtements ici. On en vend toujours. Il fut un temps, il y a des couturiers qui faisaient des choses. Mais aujourd'hui, on est confronté à une consommation mondiale, une surconsommation, qui fait d'ailleurs, on va en parler, que il y a un député de Renaissance qui a posé le problème au Sénat national. Il dit qu'il faut des mesures législatives pour encadrer cette espèce d'ultra fast fashion. Il faut aussi un malus sur certains vêtements, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le vêtement à consommation rapide. Des vêtements qui parfois ne durent pas. Autant que moi j'ai un pantalon qui a 10 ans ou 15 ans, mais ça c'est plus le truc d'aujourd'hui. Tu achètes le vêtement et puis à la limite presque tu le jettes après. Et vous voyez, c'est comme les timbales ou les assiettes en carton et tout, voilà, c'est jetable. Alors, l'orientation du projet de loi, c'est d'interdire la publicité sur les vêtements jetables. C'est limiter les pulsions d'achat
et puis des messages de sensibilisation aux consommateurs pour que les consommateurs soient plus prudents. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que Shein, je l'ai dit, il distribue aujourd'hui dans 80 pays. Et il se trouve, semble-t-il, que des entreprises comme H&M, Zara, Primark, qui vendent à des prix extraordinaires, parce que moi je suis allé dans les Primark à Paris ou ailleurs, j'ai été subjugué par j'ai même acheté, parce que tu n'as même pas besoin, puisque voilà. Tu ne résistes pas. Il y a une frénésie, si vous voulez, qui fait que le consommateur, on active chez lui ses pulsions d'achat. Vous voyez, en lui proposant. Donc c'est cette surconsommation qu'on a toujours dénoncée et qui aussi a des conséquences, on verra, sur le plan environnemental. Alors pour terminer, je voudrais dire également ils travaillent donc dans 80 pays. Ils ont une production de 7000 produits, 7000 références par jour. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est... pour terminer, je dirais, l'analyse, c'est que la Chine, on voit bien l'histoire de la Chine, on voit bien le système politique. Et je pense à Deng Xiaoping, qui a été celui qui avait dit « Utilisons nos capacités pour pouvoir inonder le monde de nos produits ». En fait, utilisons notre marché intérieur, utilisons nos bas coûts, puisque les coûts sont très bas en Chine, et profitons en quelque part du système capitaliste à travers cette économie. Les gens devraient se rappeler que nos grands-mères disaient « bon marché qui a coûté cher ». Oui, il y a deux choses à propos de cette fast fashion, c'est de ne pas oublier, si la Chine peut faire aussi des prix aussi bas, c'est qu'elle fait travailler notamment les Ouïghours qui sont exploités comme c'est pas possible, et qu'il y a quand même un paradoxe d'aller manifester pour demander qu'on ait des salaires décents et puis d'acheter sur Internet des vêtements qui sont produits par des gens qui sont surexploités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en Afrique, quand on voit les images, la fast fashion, ces produits, ces vêtements, lorsqu'ils sont jetés, eh bien, ils sont emmenés en Afrique. L'Afrique est devenue la poubelle de l'Occident. Et il y a des pays entiers qui sont envahis par la fast fashion. Alors, moi, je pense qu'il serait de temps en temps intéressant de ne pas oublier qu'il y a d'un côté pour la production à bas prix des gens qui sont exploités et d'autre part pour évacuer ce qu'on surconsomme dans les pays africains. Et il dit l'État ne joue pas son rôle. Comme alerte fait, comme le dit la Cour des comptes. En matière de préparation au cataclysme climatique. C'est bien ça. Hein, parce que non, sinon, si tu me laisses la parole libre sur les sujets, je pourrais t'en trouver. Non. Oui, alors, bon, c'est un sujet qui commence à poser des problématiques de sécurité et même au-delà de la sécurité, je dirais, organisationnelle d'un pays comme la France, avec la montée des eaux, le déclenchement des méga-feux. Alors, je fais une petite parenthèse sur les méga-feux, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question il y a quelques mois sur le fait que les pompiers, qu'ils ne comprenaient pas comment les pompiers n'arrivaient pas à éteindre des incendies comme cela. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre ces feux-là et qu'on est obligé, c'est ça la conséquence, qu'on est obligé de les laisser faire. On ne peut rien faire. Et les gens ne comprennent pas qu'on puisse rien faire. Et en fait, les feux atteignent des températures de 2000 degrés et quand vous envoyez de l'eau, avant que l'eau arrive, elle s'est évaporée. Donc, c'est impossible. Oui. Voilà, donc il faut qu'on soit conscient de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a des magistrats qui ont étudié la préparation ou non, ou l'impréparation d'un gouvernement qui dit s'occuper très sérieusement et qui s'engage dans un certain nombre de conventions, les fameuses COP, à réduire l'émission de gaz à effet de serre et surtout de se préparer aux conséquences du réchauffement climatique. Alors, la réaction du gouvernement est de dire « Ah ben, pas du tout, nous on prend un certain nombre de mesures, mais quand les magistrats vont dans le détail, ils s'aperçoivent que ce n'est pas vrai. » Alors, pour éviter de vous donner des chiffres et de multiplier les exemples, on va prendre quelques composantes de cette impréparation. Par exemple, tout ce qui touche à la montée des eaux. Le fameux trait de côte. Alors, je prends cet exemple-là parce qu'il est emblématique de ce qui se passe en France, parce que, vous le savez, la France a des milliers de kilomètres de côte. Nous, ici, on est une île, donc on n'a que ça. Et parce que ça nous concerne, et ça va nous concerner. Vous connaissez l'exemple du prêcheur. Le maire du prêcheur dit,
quand vous regardez l'horizon, eh ben nous, il y a 50 ans, on jouait au football à 600 mètres de la plage. De l'endroit où nous sommes. De l'endroit où nous sommes sur la plage. Donc, pareil pour le diamant. Ben, il y a plein de communes. Il y a plein de communes. Alors, la seule commune qui est à peu près préservée, donc j'en suis très fier, c'est Grand-Rivière, puisque bon, on jouait pas au football à 600 mètres parce qu'il y a 2000 mètres de fond. Donc, là, on peut dire qu'on a gardé notre trait de côte. Et puis le Robert. Ah, je n'ai pas osé le dire. Non, mais tu vois, je le dis. C'est vrai que... Alors le Robert, pourquoi? Parce qu'il faut quand même apporter un certain nombre d'éléments. Le Robert est une baie qui s'envase. Exactement. Voilà. Donc, c'est un des rares exemples de terre qui gagne sur la mer. Donc, dans 50 ans, on va jouer au football vers Pointe-Fort. C'est déjà le cas. Il n'y aura plus de baie. Revenons à ça. Il est clair que à peu près 25% du territoire côtier français, dans les 30 ans qui viennent, va être sous les eaux. 30 ans, pas 100 ans. Et surtout, une partie très importante de la population française vit sur les côtes. Ici, chez nous, pour vous donner un exemple d'illustration, cette fameuse bande côtière, ce qu'on appelle les 50 pas géométriques, ça veut dire 80 mètres, en fait, entre la lame battante et la terre. Il y a 55 000 personnes qui vivent sur 2% du territoire martiniquais. Et ces gens, de manière quasiment systématique, vont être concernés par l'avancée de la mer sur environ 30 mètres. Alors, le professeur Safache le répète inlassablement, en France, ça représente environ 3 millions de personnes. OK ? Donc, 3 millions de personnes qui vont avoir les pieds dans l'eau dans 25 ans, alors que la spéculation immobilière, vous le savez, est extrêmement intense, ça pose des problèmes, à la fois des problèmes de sécurité. Je vous rappelle que sur la côte atlantique, il y a un village qui a été envahi lors des grosses marées et qui a été renforcé par une tempête. Il y a eu une 40aine de morts en une nuit. Donc, ça a des conséquences considérables. Et les magistrats indiquent que, à la fois sur le trait de côte, sur les forêts, sur l'agriculture, il y a à la fois une absence de préparation, mais surtout un certain nombre de mesures qui sont complètement à la fois inopérantes et probablement totalement inappropriées pour l'avenir. L'exemple qui est le plus souvent repris, ce sont les méga-bassines. Vous savez qu'il y a eu des affrontements. Les écologistes sont contre le fait de stocker de l'eau sur des zones qui pourraient être dédiées à l'agriculture. Et quand on fait l'étude, là aussi je me suis un peu intéressé à ça, on s'aperçoit que des méga-bassines, donc du stockage d'eau en prévision des éléments de sécheresse, non seulement ça occupe des terrains importants qui échappent à l'agriculture, mais surtout c'est complètement inefficace en raison même de la sécheresse qui provoque une évaporation de 50% des méga-bassines. Donc vous mettez de l'eau dans des bassines... Pour la faire partir. Pour la perdre, en réalité. Voilà, donc, bon, je vais arrêter les exemples, la multiplication des exemples, notamment le recours systématique à la climatisation individuelle, alors qu'on aurait pu travailler sur de la climatisation, je dirais, globale... Architecture des maisons et tout ça. Et communautaire, ce n'est pas le cas. En réalité, je pense que les choix gouvernementaux en la matière sont des choix de circonstances, souvent hypocrites. À la va-vite. À la va-vite. Vite fait, mal fait. C'est l'expression que les magistrats reprennent. Et donc, c'est une problématique. Alors, elle est intéressante parce qu'elle nous concerne, nous, en Martinique. Mais plus encore, c'est évident. Encore, tout à fait. Il y a tellement de choses à dire, Eddy, je suis désolé. Je vous en prie. Comment notre pays, la France, comment nous sommes devenus... nous retrouvons en pole position de la vente d'armes, nous, Français. Oui, alors c'est étonnant parce que la France n'est pas le pays le plus armé, mais c'est le pays qui fabrique le plus d'armes. Enfin, le deuxième pays dans le monde qui fabrique le plus d'armes après l'Amérique. Alors, les parts de marché, je les ai. Donc, les États-Unis ont 42% de parts de marché, c'est-à-dire que ce sont les très, très gros opérateurs en la matière. Et après les États-Unis, vient la France avec 11% de parts de marché. Donc, après, ça s'éclate. Et on est devant la Russie.
La Russie qui est en ce moment même en économie de guerre. Donc ça vous montre quand même le poids de la France dans cette industrie. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que la France, petit pays, minuscule, 60 millions d'habitants dans le concert du vaste monde, face à des géants économiques, pourquoi elle performe-t-elle sur cette activité? Alors d'abord, il y a quand même malgré tout une industrie qui est rattachée à l'esprit de l'armée, et ça c'est un peu culturel et depuis des décennies, ce qui fait que la France, sur le plan industriel, travaille sur des projets qui ne sont pas des projets énormissimes, mais qui sont des projets adaptés aux besoins opérationnels des armées, donc arrive à aller plus loin que d'autres industriels qui ont plutôt la volonté d'imaginer ou de s'attaquer à des vastes projets. Sophistiqués et chers. Donc, il y a ce pragmatisme industriel français collé aux besoins des armées. Et c'est vrai que l'armée française, elle déploie ses équipes, entre guillemets, sur des théâtres de guerre et peuvent donc éprouver aussi leurs armes. Et donc ça fait que la France a développé une capacité d'innovation forte sur des petits projets qui correspondent finalement à la réalité des usages de guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France a réussi à intégrer dans la composante de son industrie que des composantes françaises ou européennes. Ils se sont affranchis des composantes américaines, alors que la plupart des autres fabricants du monde dépendent de composantes américaines. Or, il existe une loi américaine qui dit que dès lors qu'il y a un composant, même aussi minime soit-il, dans une arme, pour que ça crée une contrainte législative, enfin une contrainte réglementaire, pardon, d'exploitation de ces armes, et donc les États-Unis, l'Amérique, reprend possession du destin commercial de ces productions. Donc la France, d'une certaine manière, est libre en ayant intégré toutes ces composantes. Et puis, enfin, les armes françaises, elles sont reconnues efficaces sur des terrains de guerre, en Afrique, au Moyen-Orient. Alors, ce sont des hélicoptères, c'est l'avion Rafale, c'est toute une série, c'est des missiles, enfin, c'est toute une série d'armements, d'artillerie qui aujourd'hui sont éprouvés sur les terrains de guerre. Et donc, ceux qui aiment acheter des armes considèrent que les armes françaises sont de bonne qualité et sont plus efficaces que d'autres armes. Puis comme ça, on a envie d'aller les expérimenter en Ukraine. Ouais. Non, Daniel, tu vas nous parler du Ramadan. Ah ben oui, il faut parler du Ramadan, puisque du 10 mars au 9 avril, J'aime bien la transition. il y a 2 milliards de personnes dans le monde, qui vont respecter le Ramadan. Donc ceux qui respectent le Ramadan, ce sont ceux qui pratiquent la religion, l'islam, et l'islam, c'est la deuxième religion au monde après le christianisme. Et donc, alors pour faire simple, hein, le Ramadan, c'est un mois du calendrier qui existait déjà d'ailleurs dans le calendrier arabe. Et c'est en 610, l'ange Gabriel est apparu au prophète Mahomet et pour lui révéler le Coran. Et c'est en souvenir, parce que ça s'est fait pendant le Ramadan. Alors le Ramadan, c'est l'extrême chaleur, ça veut dire extrême chaleur. Et pour commémorer cette révélation du Coran, donc tous les musulmans respectent un mois de jeûne. Voilà. C'est le jeûne. Le jeûne, c'est un des 5 piliers de l'islam. À côté, il y a l'aumône, il y a la prière, il y a le fait d'aller dans les lieux saints. Mais le jeûne, c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc, du lever du soleil au coucher du soleil, on ne doit pas manger. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont exemptées quand même de ce jeûne. Les malades, les handicapés, les femmes enceintes sont dispensées de ceux qui font la guerre. Qui font, en principe, mais non, parce qu'en principe, normalement, pendant le Ramadan, on doit éviter les conflits. Éviter les conflits. C'est ça théoriquement, c'est ça. Rappelez-vous, l'actualité, on a quand même essayé de voir s'il ne pouvait pas y avoir une trêve entre Israël et le Hamas pendant le Ramadan. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une trêve. Et la Martinique est très peu concernée par cette pratique, puisqu'il y a très peu de musulmans à la Martinique.
Il y en a un peu plus en Guadeloupe, un peu plus à La Réunion, mais nous sommes de l'ordre de 0,2% de la population. Et je termine en disant qu'après le Ramadan, un mois, il y a 3 jours de fête qui sont des occasions pour les musulmans pour se rencontrer en famille, se remémorer les morts et faire des cérémonies de partage. Ce que je peux dire, c'est que Daniel Marceline a un sens de la synthèse éblouissant. Parce que la fiche doit faire 50 pages. Que révèle l'affaire Pinto de la société martiniquaise du point de vue sociologique? Ceux qui voudront intervenir après le front, sur le plan peut-être médical, sur le plan juridique, sur le plan... on va arrêter au point de vue sociologique. Je donne en quelques minutes la parole à M. Barajo. Tu aurais pu me donner quelques secondes. Hein. Non. Pas une petite vidéo? Ah oui, il y a peut-être une petite vidéo à voir qui va orienter un petit peu. Il y a une vidéo. Orienter fortement. Alors Hervé. Non mais je peux pas. Non mais attends. Je retiendrai que je suis venu ici sans pouvoir m'exprimer. On bagaille qui est très simple. Dit très simple. Et ce que je vais vous dire là. Non mais c'est pas bon. Non mais attends. Non mais attends. Mais Hervé, mais qui nous ou qu'a gêné personne? Manque à continuer. Ça m'a dit. Vous voyez qu'il m'empêche de m'exprimer. C'est ce que je voulais dire. Mais là, voilà. Mais c'est moi qui vais m'exprimer là maintenant. C'est moi qui vais m'exprimer. C'est moi qui vais m'exprimer. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les personnes qui regardent cette émission et écoutent cette émission, la colère ne va rien résoudre. Elle va rien résoudre du tout. Je pars du principe qu'aujourd'hui, alors Hervé, bah mon petit chance. Pour Tizama qui a dit bah mon petit chance, parce que dans l'émission ça là, nous faisons émission pour les divisions aux Antilles. C'est qu'à continuer à confirmer, montrer que tout peuple là, que problème de division peut que jamais réglé. C'est qu'à rendre compte. Attends, non, mais c'est pas base, on manque à parler spécifiquement, monsieur Zana, c'est pas pour vous. Ce que je veux dire, zot qu'à goumer comme ça, presque arraché comme zot, et puis en animosité, zot qu'à mort, zot qu'à quitter ça là. Vous êtes qu'à partir ça qu'a arrêté là. M'oblige à tchet. Non, Hervé, quittez-moi parler. Laisse-moi. Non, Hervé, laisse-moi m'exprimer. Nous qu'à partir, même, alors, m'en parle en égal alors, Hervé. Eh ben, justement. Je connais mon histoire. Moi, pour parler comme ça, parce que non, faut que nous parler et puis calme, Hervé. Non. Il faut parler avec du calme. Et je ne peux pas faire un débat dans Décalé Crabe là, où il y a... Eh ben non, mais Hervé, il n'y a pas de problème, Hervé. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas faire un débat pour éclairer la population et que chacun s'emporte. Moi, désolé. Et moi, qu'à ferme derrière ça, moi, qu'à dire. La première réflexion sur le plan sociologique, c'est qu'il faudrait quand même confier l'avenir de ce pays aux femmes. Je crois que c'est ma réflexion, confier ça aux femmes. Bon, Eddy. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Bon. Il y a une donnée, au-delà de l'approche sociologique, il y a d'abord une donnée démographique qui est fondamentale. Et puis il y a une donnée, j'allais dire, foncière, qui est encore plus fondamentale. La donnée démographique est la suivante, c'est que les comportements matrimoniaux du peuple martiniquais font que la femme contrôle une famille, tout simplement parce que 60, voire 70% des enfants naissent dans des foyers monoparentaux. Il faut le dire, il faut le rappeler. Mais ce n'est pas une donnée récente. Les chiffres étaient beaucoup plus importants, d'après les éléments qu'on a pu recueillir, au début du XXe siècle. Donc, on est là dans l'absence du père et le peu de rapports des mères de famille déjà concentrés sur le fait de survivre avec le foncier a détérioré ce que l'on pourrait appeler la transmission normalisée des propriétés foncières. Il faut le dire. On dit oui, la succession n'a pas pu être faite. Ah oui, la succession de qui? Il n'est pas là, le papa, le fameux propriétaire de la terre. Il n'est pas présent. Donc, j'imagine bien que non présent pendant la vie, il est encore moins présent lorsqu'il meurt. Bon, cette donnée-là est fondamentale. Alors maintenant, l'affaire Pinto, qu'est-ce qu'elle dit de cette société? Elle dit d'abord que c'est une société qui est profondément orale. Parce que là,
c'est chercher Papillard. Alors là, déjà, pour trouver Papillard, bon, ça c'est fondamental dans la crispation. Une ville comme le Makuba, 85% des terrains sont dans l'indivision. Alors on a des taux qui sont plus faibles ailleurs, mais c'est révélateur. Moi je crois qu'il y a un élément qui est fondamental derrière tout ça, c'est le fait que nous avons du mal à intégrer le passé, notre passé, à nos réalités du quotidien. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut oublier ça, qu'il faut mettre un voile sur le passé. Et l'affaire Pinto est directement en lien avec ce passé, puisqu'il s'agit d'une affaire qui commence au 19e siècle et qui vient au 21e siècle avoir un impact sur un propriétaire de station-service qui ne comprend pas pourquoi sa station-service est brûlée ou pillée. On est bien d'accord. Donc, près de 2 siècles après, une affaire foncière a des répercussions au 21e siècle. Bon. Et ce voile que l'on veut jeter, il y en a d'autres qui disent, au contraire, nous devons mettre en exergue l'ensemble des composantes liées au passé de notre société pour mieux expliquer ce que nous vivons au présent. Donc cette espèce de combat permanent qualifie un peu notre société. Il y a un autre élément sociologique que je retiendrai, qui est en lien avec l'oralité, c'est la colère et la violence. Alors, l'absence de règles liée à l'absence de l'autorité génère la colère et la violence. Alors, moi, j'ai appelé 2-3 personnes, j'aime bien faire ça, dans les campagnes, c'est mon panel, donc je les appelle. Et il y en a un qui m'a dit, « Ah bon, la France, laissez-nous mettez-nous dehors pendant 300 ans, ok? Et puis je dis, il y a qu'à venir chercher nous pour dire nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais qui côté était pendant tout le temps? Vous voyez cette espèce d'application des règles à géométrie variable. Alors non seulement à géométrie variable dans le temps, on laisse faire, et puis on revient en disant, attention, il y a des règles quand même, il ne faut pas déconner. Mais à géométrie variable sur un plan ethnique. C'est ça qui est terrible. Alors je rappelle quand même que la survivance des 2 hiérarchies, la fameuse hiérarchie sociale qui est valable dans tous les pays du monde, ici s'accompagne d'une hiérarchie raciale, okay, qui est un peu caricaturale, mais qui existe. Alors, je demande à mes contacts de la campagne, et il y en a un qui me dit, dans toutes les affaires, c'est un bail nègre contre blanc. Alors je dis pas vraiment, puisque c'est une famille, donc c'est en famille. Et puis, il a dit, mais la justice rentre dans ça. Oui, la justice, mais la justice c'est blanc. La justice c'est blanc. Et puis il finit, alors laisse-moi aller jusqu'au bout, il finit en me disant, ni un problème dans le pays, quand même, ni un problème coulé. Alors on m'a dit, comment il y a un problème coulé? Pas ni un lot chabin qui a coupé Zeb à un rond-point. Hein? Bon, voilà. Alors tout ça, c'est évidemment une espèce de grand mélange, mais cette affaire est un peu symptomatique, comme d'autres, de cette espèce d'absence de règles, d'absence d'explication, d'absence d'information et d'honnêteté. Parce que je pense qu'il y a derrière tout ça beaucoup de manipulation globale, et plus il y a de bruit, plus ça sert les intérêts de ceux qui en réalité ont tort. Je voudrais rappeler à certains de mes amis que j'aime beaucoup, politiques, qui publient, qui poussent, qui éditent sur leur site, sur leur groupe de parole des éléments relatifs à ça, que les Jacobins, qui étaient tous ensemble, guillotinés par la terreur, s'appelaient Danton, Desmoulins, Maximilien Robespierre, Louis de Saint-Just. Avoir trop joué avec le feu, certains d'entre eux ensuite se sont dévorés par la guillotine. Je voulais dire ça. Et puis rapidement une anecdote, que lorsque on avait tué Aliker, il y avait une rumeur qui avait couru que Moffat, et puis j'oublie son nom, et puis la Martiniquais étaient réfugiés
dans une portion de famille qui se trouvait au pied de la route de Schellcher, qui a été envahie. Et puis en réalité, un an après, la Cour d'appel de Gironde relaxait toutes ces personnes-là. Alors il faut essayer de ne pas trop manipuler les gens et les foules avec des objectifs politiques, comme je disais, il faut laisser les choses se faire. Justice peut-être qui se plaque sur une réalité, comme tu dis, historico-dépassée, mais enfin bon. Non, moi je ne dirais rien parce qu'il y a trop à dire. Et puis en fait, quand on s'en rend compte de tout ça, on voit que la solution juridique va être totalement défavorable à M. Pinto parce qu'il oublie tous ses cousins, ses nièces, ses parents, qui eux aussi pourraient revendiquer comme lui-même. On va voir un petit peu de musique. Musique, hein. À toi la parole. Oui, alors d'abord une petite émotion parce que j'ai connu Princesse, elle était assez jeune, j'ai connu sa maman, j'ai connu son frère Moïse, et c'est vrai que j'ai assisté à son explosion, si je puis dire. Elle a eu l'occasion de... Je l'ai connue, elle chantait Face à Face de Mona. Tu connais Face à Face, des Prima Chicada. Voilà. Et puis après, elle a chanté au Prix de l'Assassin, mais elle a chanté Sonné, j'ai sonné. Alors je vais vous faire découvrir ça aussi. C'est sa première composition, je crois qu'elle avait 17 ans. Et d'ailleurs, j'ai sélectionné une prestation qu'elle avait faite dans un studio à RFO dans le temps. Et vous allez entendre, et puis on va continuer à parler de Princesse tout à l'heure. Bon. J'ai sonné, mais je n'ai jamais pu entrer. Sonné, j'ai sonné, pour toi j'étais une quasiment morte. Sonné, j'ai sonné, qui n'avait aucune chance de se relever. Mille et une nuits à ne penser qu'à toi. Je me criais des films en me voyant dans tes bras. Je te faisais des appels en devenant encore plus belle. Mon amour était loin d'agir sur toi. Je n'étais qu'une cabine pour toi. Sonné, j'ai sonné, je parle de mes sentiments sur quelques notes. Je l'ai dit, elle vient d'une famille très modeste. Ils étaient 7 enfants. Ils habitaient à Rive-Droite-le-Vassor. Mais sa passion, c'était le chant. Et elle avait avec elle sa maman qui l'a toujours soutenue et son frère Moïse. Ils ont fait un premier succès qui s'appelait Aimer. C'était une espèce de dancehall parce qu'elle a aussi, elle s'est aussi exprimée dans cette musique. On va la découvrir dans une émission avec Cédric dans un titre qui s'appelle Jalousie. Vive l'anneau grand et la histoire en doute est terminée. Ressentir respiration en moins coupée. Tout souvenir fini monter. Tête en moi en échappée. Car pour moi faire hanter la c'est plié. Ponché pas moi force c'est porter. Souffrance en l'amour ça c'est qu'arriver affligé. Hanter presse oublié. Ponché décidé faire virer. Sans que bête chabé les chemins doux qui croisés. Quand elle est partie, elle a intégré ce qu'on appelle le studio des variétés. C'est une école qui a été faite en France et c'était au départ le studio d'Alice Donna. C'est destiné, je ne veux pas être trop long, mais vous savez, à un moment donné, en France, ils se sont rendus compte qu'ils sont dominés par la musique américaine. Ils ont voulu créer des structures pour permettre aux gens d'apprendre la scène, d'apprendre à chanter, de façon à ce que relever la compétitivité de la France. Alors, elle a fait cet itinéraire. On va écouter un troisième morceau. Cette fois, je ne laisserai en aucune façon briser les pierres de ma maison. Je ne vais pas fuir, je ne leur ferai pas plaisir. La jalousie, tu sais, que j'ai déjà donné. Yeah, yeah. Tu ne me connais pas, mais tu ne sais que m'envier. Yeah, yeah. Jalousie, tu sais, que j'ai déjà donné. Yeah, yeah. Tu ne me connais pas, mais tu ne sais. Je reste persuadée que réussir un jour mes destinées, ils ne pourront jamais détruire ce qu'il y a autour. J'aime bien montrer ces extraits-là parce que ces extraits permettent effectivement, avec un pianiste, de voir effectivement la qualité vocale, notamment Alors, c'est maintenant qu'on va écouter Je le laisserai, qui est un gros succès.
Hein? Ah bon, je me suis trompé. Absolument. D'accord, pas absolument. de problème. Je veux aimer et être aimé, laisser les tocards de côté, je les laisserai. Je veux vibrer, tout savourer, laisser ces bâtards trépasser, je les laisserai. Oh, vivre ma vie sans toi, qui fait du mal partout où tu vas, est une chance, je dois avancer. Aujourd'hui je me reconstruis, les gens comme toi ne sont plus dans ma vie, il te faudra trouver un autre ennemi. Je veux aimer et être aimé, laisser les tocards de côté, je les laisserai. Alors, Eddie nous le disait, on n'imagine pas hein, comment c'est une artiste comme ça, l'impact qu'elle a sur la jeunesse, l'impact qu'elle a dans le monde aussi, parce qu'en Afrique, elle est alors en pas mal de pays, elle porte quand même la Martinique, hein, c'est vraiment très important. Et donc, je crois qu'il faut saluer véritablement l'investissement d'un artiste comme ça. Alors, on va écouter Mon Soleil, c'est le succès planétaire, hein, on va écouter pour terminer, mais en tout cas... voilà, je crois que c'est un bon choix, Gérard, de pouvoir montrer Princess Lover. En plus, disons-le, c'est une belle femme. Ah oui. C'est une belle femme. Mais Voilà. les femmes aussi peuvent dire que c'est Oui, une mais belle enfin, nous femme. disons ça différemment que vous. Heureusement. Heureusement. Que nous, Donc, tous on va écouter arrivons deux à faire extraits la de différence. Mon Soleil. Hein, on va demander à la régie de lancer. Mon soleil illumine les jours gris. Tu m'immerses, tu nourris mes envies. C'est plus pareil depuis que t'es parti. Tout ce j'essaie, mais ça nous me poursuit. Je donnerai ma vie, tu sais, pour te suivre. Je ferai changer le passé. Je veux vivre. Auprès de toi, je resterai. Je m'ennuie de toi et de tous les secrets qui nous lient à jamais. Je vous vois, vous entendre chanter, on y va. C'est vraiment puissant. Hein. C'est des choses qu'il faut montrer pour qu'on puisse mesurer culturellement cette force de la créolité, de l'expression de nos territoires et cette transmission qui est aussi par rapport à tous ces jeunes-là qui s'intègrent dans leur culture par rapport à des chants comme ça. Quoi. Je crois qu'il y a un petit extrait encore. Juste rapidement, pour montrer que la domination des musiques anglo-saxonnes est fortement combattue par ces musiques-là. Finalement. Très bien, important. Encore un titre? Je crois qu'il y a un petit extrait encore. Je pense que j'apprécie de plus en plus ton travail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même composition. Eddie va faire l'effort de revenir. Au revoir Daniel, au revoir Emmanuel. À la semaine prochaine Eddie, au revoir Christian. Au revoir mes chers amis téléspectateurs.